Et vous allez faire ça aussi en pratique. Alors, voici à quoi ressemble Render. D'accord? Render. Moi, j'ai installé l'application et voici à quoi ressemble un backend qui est hébergé sur Render. Déjà, vous voyez, Yeli Backend. C'est pareil que ce qu'on a vu dans, voilà, ici, là, Yeli Backend, là. C'est pareil qu'il y a ici. D'accord? C'est ça qu'il y a ici. Et donc, vous voyez, actuellement, c'est marqué deployed. Et le runtime, c'est marqué sur Node. Ça rejoint tout ce que je dis tout à l'heure depuis. Donc, on va aller comme ça créer, un compte sur Render. Donc, je vais me déconnecter rapidement. Voilà. Et vous allez vous rendre dans un navigateur. Moi, j'ai installé l'application. Vous pourrez faire pareil aussi, hein. Voilà. On va se rendre dans un navigateur. On va chercher Render. Rapidement, vous prenez le premier lien, hein. Render, Cloud et tout, là. Vous prenez le premier lien. Et voilà. Voilà. Vous allez vous retrouver sur une interface comme ça, hein. Vous venez ici, là, sur Sign In. D'accord? Sign In, ou bien vous cliquez sur Get Started. Si vous avez un compte, vous cliquez sur Sign In. Mais comme vous n'avez pas un compte, vous venez sur Get Started. Donc, vous allez cliquer sur Get Started. Ensuite, vous allez sélectionner Google pour aller vite, hein. On prend toujours Google pour aller vite. Vous savez depuis le départ. Et là, moi, la plupart, hein, de mes adresses mail ont un compte sur Render. Donc, j'espère que lui, là, il n'en a pas. Je sais qu'il n'a pas de compte Render. Vous sélectionnez votre adresse mail que vous voulez. Dessus, continuer. Et voilà, normalement, votre compte est créé. Voilà, votre compte est créé. Et quand votre compte est créé, vous allez vous retrouver sur une interface qui ressemble à ça. Et pour l'instant, on va pas toucher à quoi que ce soit. Il faut juste créer le compte et quand vous arrivez sur cette interface, c'est fini. On s'arrête là. Pour cette vidéo, ça s'arrête là. Plus tard, on verra ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, on s'arrête ici. Une fois que vous avez ça, ça suffit largement et c'est terminé pour la pratique d'aujourd'hui. Ok, maintenant que vous savez c'est quoi un back-end fait en Node, vous savez à quoi ça ressemble, vous savez le travail qu'on va faire, et même si vous ne le savez pas concrètement, on va aborder l'autre concept fondamental en développement web full stack, qui sont les variables d'environnement. Alors, si vous voulez que vos applications passent du statut de projet local à l'application professionnelle déployée en production sur Internet pour que tout le monde puisse accéder à ça, vous devez impérativement maîtriser ce concept-là, cet outil, les variables d'environnement en fait. Alors, pour comprendre simplement ce que c'est, prenons une métaphore cinématographique. D'accord, c'est avec des analogies qu'on peut expliquer les thèmes facilement. Alors, imaginez que votre code JavaScript, là, le code Node pour le back-end ou React pour le front-end, imaginez que c'est un script d'acteur. Donc, vous savez, les acteurs, hein, les gens qui tournent les films, là, hein, qui font les films, on leur donne un script. Un script, c'est quoi? C'est le texte qu'ils doivent dire, hein, qui sont dans le rôle qu'on voyait souvent dans les films de Hollywood. La fille, elle pleure, elle dit, maman, pourquoi tu m'as fait ça? Oui, ce genre de choses-là. C'est ce qu'on appelle le script, en fait. C'est le texte que l'acteur doit dire pour se faire enregistrer. Alors, ce script-là, il est écrit une fois pour toutes, en fait. Vous savez, on n'écrit pas plusieurs fois. On écrit une fois pour toutes. Alors, les répliques ne changent pas du tout. D'accord? Il faut voir les choses comme ça. En revanche, les variables d'environnement, ce sont les décors et les costumes. On est dans l'environnement. J'ai pris l'exemple d'un environnement cinématographique. Le script, le texte que l'acteur doit dire, il ne change pas. Mais le décor, voilà, le décor, les costumes, etc., les outils, ça change. Parce que le script, c'est pour tout le film. On est d'accord, c'est du début du film jusqu'à la fin, hein, pour le rôle de l'utilisateur. Mais les vêtements, vous voyez, souvent il est en bleu, souvent il est dans une voiture, souvent il est à la maison. Vous voyez, ça, c'est le décor et les costumes, etc. Ça change. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'environnement. Alors, si l'acteur doit jouer sa scène à Paris, par exemple, Paris ici correspond à votre environnement de développement local. Vous voyez ça comme ça. Donc, si l'acteur doit jouer sa scène à Paris, on lui installe un décor parisien. D'accord, on verra peut-être la Tour Eiffel et tout et tout. Si demain, par exemple, le lendemain, le même acteur joue sa scène à New York, New York ici, vous voyez ça comme votre environnement de production en ligne. Le script reste exactement le même, ce sera le même acteur, le même texte, etc. Mais l'équipe technique change le décor en coulisses. Donc il sera plus, on va plus voir la Tour Eiffel et tout. Vu que là, à New York, on va peut-être la Statue de la Liberté, un truc comme ça. Vous voyez un peu à quoi on a affaire. Il faut savoir que le script, en gros, c'est le code. Il ne change pas du tout. Vous voyez ici, c'est marqué code fixe. Le code, il est fixe, il ne change pas. La configuration, ce sont les variables. Donc, elles peuvent changer. On est d'accord. Alors, pourquoi on utilise les variables d'environnement, hein? Donc, il y a trois raisons majeures
D'accord? Trois raisons majeures pour lesquelles on utilise les variables d'environnement. La première raison, déjà, c'est la sécurité. D'accord? La sécurité. Ça, c'est la première raison. Parce que votre code source va être propulsé sur GitHub. Si vous écrivez vos mots de passe de base de données ou vos clés API privées directement au milieu de votre code, hein, ce qu'on appelle le hardcoder, d'accord, le hardcoding, pardon, n'importe qui accède à votre dépôt pourra voler vos accès. Vous voyez que tout à l'heure, le code qu'on a vu là, c'est en local sur mon ordinateur. Quand je vais pousser sur GitHub, il sera public sur Internet. Si jamais quelqu'un accède à mon dépôt GitHub, ce quelqu'un-là, en gros, il aura accès à tout mon code. Et si jamais j'ai mis des valeurs, des liens importants, comme le lien de MongoDB qu'on a récupéré la dernière fois ensemble, si ça se trouve directement dans le code, et c'est une erreur grave de débutant, c'est une erreur grave de logique, parce que là, ça va vous coûter beaucoup. Ça peut vous coûter votre application entière. Si quelqu'un accède à ce genre de lien assez sensible là, la personne peut avoir accès à tout. Vous savez, la personne peut avoir accès à tout. Donc, on évite ça. Ça, c'est la première raison d'utilisation des variables d'environnement. La deuxième raison, en gros, attendez. La deuxième raison, c'est la flexibilité. Flexibilité. Alors, quand on parle de flexibilité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous savez qu'en local sur votre machine, votre serveur Node.js doit se connecter à une base de données de test ou écouter sur le port 5000. D'accord, le port 5000, ça c'est un truc assez technique. Une fois déployé sur Internet, votre serveur Node.js n'écoute plus votre ordinateur, plus du tout. Une fois déployé sur Internet, il devra se connecter à une vraie base de données de production, comme MongoDB Atlas qu'on a vu on a vu la dernière fois. Et écoutez maintenant sur un port dynamique. Ça, c'est pour un protocole de sécurité. Alors, le port dynamique, il est fourni par MongoDB lui-même, par leur plateforme. Les variables d'environnement permettent d'adapter cela sans modifier une seule ligne de code. Vous savez, si nous ici, on va pas faire ça parce qu'on va pas tester la base de données en local. Mais en général, quand on développe et qu'on teste la base de données en local, le lien de la base de données que le backend doit utiliser, c'est un lien local, vu que c'est une base de données locale. Mais quand on passe en production, on passe à une vraie base de données. Et là, si on n'utilise pas les variables d'environnement, la configuration sera vraiment, vraiment compliquée à faire. Mais ici, ça ne vous concerne pas trop parce que nous, déjà, on utilise directement MongoDB. Donc, ça nous facilite la chose. Et la troisième raison, c'est la configuration. Configuration. Alors, les variables d'environnement permettent d'activer ou de désactiver des modes. Par exemple, un mode de développement pour afficher des messages d'erreurs détaillés. Par exemple, si vous voulez que quand quelqu'un s'inscrit sur votre plateforme et que l'inscription a échoué, l'erreur soit affichée de façon détaillée, que l'application dise exactement ce qui s'est passé. Il y a un mode qu'on peut activer avec la variable d'environnement. Normalement, elle s'appelle Node. D'abord, ça s'appelle Node. C'est quoi ça? Node env. Voilà comment les variables d'environnement s'écrivent. Node env, on met égal et on met développement. D'accord? Développement. C'est en anglais. Développement sans l'accent. Les variables d'environnement sont en anglais, il faut savoir ça. Développement. Et quand on met ça, en ce moment, quand on met ça dans le code, hein, je vais vous montrer où on met ça. Quand on met ça, votre application sait que automatiquement elle n'est pas en production. Donc elle est juste sur votre ordinateur. Donc elle va se comporter comme si elle était sur votre ordinateur. Donc vous voyez, en gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on utilise les variables d'environnement. Alors en pratique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi une variable d'environnement? Ça ressemble à quoi en pratique? D'accord? Alors voici à quoi ressemble une variable d'environnement. On les met dans un fichier qu'on appelle le fichier .env. D'accord? .env. Attends, je retourne là-bas. Le fichier comme vous entendez, .env, comme ça, c'est écrit comme ça, c'est le fichier là, .env. Mais ici, vu que moi j'ai mis mon site en production, par sécurité, je l'ai appelé .env.exemple. Alors, je liste dedans les variables que j'ai, mais je ne mets pas les vraies valeurs, d'accord? Vous voyez ici, node.env qu'on a vu tout à l'heure égale développement, d'accord? Port égale 5000. Mongo URL égale, ça c'est le lien de ma base de données MongoDB. Je ne l'ai pas mis complètement par sécurité. Redis URL, ça c'est le lien également d'une autre plateforme que j'utilise. JSON Web Token Socket égale. Vous voyez, les variables d'environnement c'est comme ça. C'est la clé égale à la valeur qu'on met devant. Vous voyez, ça c'est la clé. Par exemple, quand tu mets node.env, c'est la clé. Ensuite, tu mets égal
puis tu mets la valeur. Ici, cette variable-là, vous l'aurez dans votre code. Cette variable-là, pour MongoDB, là, vous l'aurez dans votre code. Vous allez mettre Mongo URL, vous allez voir, l'IA va vous demander ça. Mongo URL égale, et vous allez coller le lien de MongoDB qu'on a récupéré. C'est à ça que c'est le lien qu'on a récupéré. D'accord? C'est un peu à ça que ça sert. Alors, la règle d'or ici, c'est que le fichier .env là, il ne doit jamais être envoyé dans votre dépôt GitHub. Et pour éviter qu'il soit envoyé dans votre dépôt GitHub et qu'il ne soit public, accessible à tout le monde, on utilise les fichiers .gitignore. J'avais parlé, je vous avais dit qu'on allait revenir sur le fichier là. Vous voyez, dans ce fichier gitignore là, tous les noms, tous les fichiers qui apparaissent ici, ils ne vont jamais sur GitHub. Ils restent uniquement sur votre ordinateur. Ça, c'est la règle de sécurité qu'on doit jamais manquer. Parce que si le fichier .env, il est arrivé dans votre dépôt GitHub là-bas, c'est très dangereux. Donc, vous voyez ici, c'est listé. Il y a des fichiers, par exemple, le fichier node module.js, il est gris ici là. Vous voyez qu'il est grisé. Tous les fichiers qui apparaissent ici, ils sont grisés. Si tout à l'heure je déroule, par exemple, vous voyez, le fichier .env, il est grisé. Le fichier node module, il est grisé. Tous les fichiers qui sont dans le fichier .gitignore, ils sont grisés. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais aller, ils vont jamais quitter votre ordinateur. Vous voyez, ils seront toujours sur votre ordinateur. Mais dans le serveur, ils seront utilisés. Donc, accessibles à personne, sauf au serveur également. Donc, c'est un peu ça, les variables d'environnement. Voilà. Maintenant que vous savez tout ça, voici ce qui va se passer concrètement dans la pratique. Comme je l'ai dit depuis, une fois que vous aurez l'outil d'anti-gravity et que vous aurez le prompt de démarrage, vous allez lui donner, il va vous demander votre cahier des charges. Quand vous donnez le cahier des charges, il va commencer par le back-end. Et à partir de ce moment, voici ce qui va se passer. Soit qu'il va commencer par le back-end, excusez-moi, une fois qu'il va commencer par le back-end, lui, il va terminer en anti-gravity, va finir de coder le back-end de A à Z, etc. Alors, le back-end sur anti-gravity et render. Ça, c'est l'étape 1. Comme je dis, nous développons le back-end via notre outil agentique anti-gravity jusqu'à obtenir une API mature. C'est le back-end qu'on appelle API, d'accord? Mature et fonctionnel à environ 90%. Donc, on a presque fini l'API, d'accord? C'est presque fini. Le back-end est presque terminé. Ou plus ou moins même terminé si possible. Ce back-end n'est pas testé localement en exécution directement. On n'a pas besoin de le tester. Voilà. On veut juste qu'il soit développé. Dès qu'il est prêt, dès que le backend est prêt, nous le poussons sur GitHub, comme je l'explique depuis tout à l'heure là. Ce qui déclenche son déploiement automatique sur Render. Donc normalement, quand on a connecté Render et GitHub, mais ça c'est quand vous avez déjà fait un déploiement. En ce moment, dès que vous poussez une mise à jour ou bien une modification sur GitHub, Render détecte ça et fait la mise à jour, déploie la nouvelle mise à jour automatiquement. Mais comme ce sera la première fois, on va faire ce qu'on appelle l'initialisation. Au moment venu, vous verrez ce que c'est. Ensuite, on configure les variables d'environnement. On a vu tout à l'heure ce que c'est qu'une variable d'environnement. Alors, puisque, comme on l'a dit, notre fichier .env là, le fichier .env, on le cache grâce au gitignore sur notre ordinateur et qui n'est jamais envoyé sur GitHub, Render ne connaît pas nos variables d'environnement. Donc, nous devons obligatoirement aller sur le tableau de bord Render dans l'onglet Environnement Variables et saisir manuellement nos clés. Voici à quoi ça ressemble. Donc, une fois qu'on est sur Render comme ça, là, vous allez voir quand vous allez finir. Une fois qu'on est sur Render, vous venez dans l'onglet Environnement, d'accord? C'est dans l'onglet Environnement. Vous allez saisir manuellement vos variables d'environnement. Voilà une variable d'environnement qui est là. Voilà une autre, voilà une autre, voilà une autre, etc. Donc, vous allez saisir ça. Au moment venu, lors du déploiement, je vais vous montrer comment on le fait. Mais pour l'instant, voilà, on va pas arriver là. Et ensuite, on fait la configuration de la sécurité course initiale. D'accord. Sur Render, nous créons une variable essentielle qu'on appelle arrowOrigins. Comme notre front-end est pour l'instant uniquement sur notre machine de développement, alors comme je l'ai dit là, pour le front-end, lui, on va le développer totalement sur l'ordinateur, totalement sur Antigravity. On va le tester en local, on va pas l'héberger d'abord sur GitHub. On le teste, on le teste, on le teste. Une fois qu'on est content, c'est là qu'on va envoyer sur GitHub afin d'aller déployer sur Vercel. Mais, comme j'ai dit, comme notre front-end est pour l'instant uniquement sur notre machine de développement, donc sur notre ordinateur, nous configurons cette variable d'environnement avec la valeur de notre serveur local. Alors, quand vous allez commencer le développement sur Antigravity en local du front-end, vous allez voir que quand vous allez lancer le test, il y a un lien local qui vous sera donné. C'est ce lien-là. En général, c'est à ça que ça ressemble. D'accord, ça ressemble à ça. Et c'est ça que vous allez mettre dans Allo Origin sur Render. Normalement, j'ai Allo Origin quelque part ici. Voilà, vous voyez, ici, Allo Origin. C'est ici, là, dans la valeur de la variable d'environnement Allo Origin, qu'on met tous les liens de
tous les front-end qui sont normalement censés communiquer avec notre back-end. Alors, si vous ne mettez pas le lien là, le back-end ne pourra jamais autoriser la communication au front-end. Ça, il faut bien noter, comme c'est marqué ici. Cela donne l'autorisation exclusive au navigateur local de consommer l'API en ligne. C'est ce que j'ai dit là. Ensuite, l'étape 4, c'est le front-end en local. Comme j'ai dit tout à l'heure, contrairement au back-end là, le front-end, lui, il sera développé et testé entièrement en local. Pour qu'il puisse communiquer avec notre serveur distant, nous lui donnons l'URL générée par Render. Donc, je vous montre, une fois que vous allez finir votre backend et que vous allez héberger, vous aurez un lien. D'accord? C'est ce lien-là. C'est qui est là? Le lien que vous voyez là. Ce lien. C'est ça que vous prenez et que vous allez donner à votre front-end. Donc, nous stockons, d'accord? Nous stockons cette URL dans un fichier .env côté front-end via la variable vite API URL. Tout ça, vous allez comprendre une fois que vous allez commencer le front-end. Pour l'instant, il faut comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la communication coarse. D'accord? Coarse. Donc, coarse, ça consiste à faire quoi? À donner la variable d'environnement du back-end au front-end et à donner la variable d'environnement du front-end au back-end. C'est une interconnexion. Donc, comme si vous disiez au front-end à quel back-end parler. Et vous dites également au back-end, voici les front-end qui sont autorisés à te parler. C'est ce qu'on appelle la configuration coarse. Tant que vous ne faites pas ça, la communication entre back-end et front-end sera vraiment rompue. Et on fait également la communication entre back-end et MongoDB. C'est pour ça que vous avez récupéré le lien de connexion MongoDB qu'on a vu la dernière fois. Et l'étape 5, c'est le déploiement sur Vercel et la clôture de la boucle. Donc, une fois le front-end sera localement terminé, nous allons le pousser et le déployer sur Vercel. Donc, on va passer par GitHub. Et Vercel va nous fournir une URL de production finale. Et c'est ce lien-là qu'on va faire, c'est avec ce lien-là qu'on va faire les deux dernières manipulations qui sont indispensables pour que votre application fonctionne. Donc, sur le tableau de bord de Vercel, on va ajouter la variable d'environnement vite API URL. Vercel, vous allez voir ça plus tard quand on va arriver au front-end, c'est pas encore pour l'instant. Et le piège à éviter, c'est qu'on doit retourner également sur Render pour modifier notre variable Allo Origin. Parce que comme si vous vous souvenez, Allo Origin, on avait mis un lien, d'accord, on va mettre plutôt un lien qui sera le lien de développement du front-end en local sur notre ordinateur. Mais une fois qu'on a fini le front-end et qu'on a mis sur GitHub, on a mis également sur Vercel, le lien va changer. Le front-end ne sera plus en local, mais pour que les gens du monde puissent accéder à ça, il faut maintenant lui donner le lien du Vercel, d'accord, le lien de Vercel de notre front-end. Il faut donner ça à notre back-end pour dire que voici maintenant le lien qui est autorisé à te parler. Tant que vous ne faites pas ça, ça va pas marcher, d'accord. Donc c'est un peu ça qu'on appelle la configuration coarse. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous incite à regarder attentivement la vidéo. Parce que c'est l'une des parties les plus complexes de notre développement jusqu'à maintenant. Regardez bien la vidéo. Je vais également vous envoyer les différents PDF pour les modules. Ça va vous aider, ça va vous appuyer. Et essayez de faire le rapprochement entre tout ce que vous ne comprenez pas. Parce que ce soir, normalement, il doit y avoir un appel. Vous allez poser vos questions. Parce que c'est très complexe. Moi-même, je trouve ça complexe. Les explications, je trouve pas ça assez net. Mais c'est la meilleure manière de vous expliquer. Il n'y a pas d'autre manière de vous expliquer, malheureusement. Donc, prenez la peine, prêtez attention à ça. Regardez bien ça parce que c'est complexe, comme je vous le dis depuis. Et pas de paresse, si vous sautez des parties et tout, vous allez rien comprendre. Alors que celui qui n'a pas compris cette partie-là, c'est plus la peine de continuer la formation. Parce que tu vas plus comprendre tout ce qui vient devant et tu vas perdre ton temps cadeau. Si tu n'as pas compris là, mieux tu laisses tomber la formation. Ou bien, tu te concentres pour essayer de comprendre le maximum que possible afin de poser les questions qui vont te permettre de comprendre. Alors, comme je vous dis depuis le départ, c'est pas de savoir écrire la syntaxe qui compte. C'est de savoir que telle chose existe et savoir demander sa antigravité, c'est tout. Et pour le back-end aussi, je vous exhorte à utiliser le dictionnaire de sécurité que je vous ai envoyé là pour savoir en fait ce qu'il faut mettre comme barrière de sécurité. Donc,